J'appelle Olivier Papin. On ne s'est pas encore croisé. Olivier, on est très heureux de vous accueillir. Alors vous allez nous parler de la ville, particulièrement, c'est votre sujet de prédilection. Et c'est important parce que je crois qu'en 2050, il y aura 68%, quasiment 70% de la population qui vivra en ville. Pour vous présenter rapidement, vous êtes responsable d'innovation au sein de E6 Consulting, ingénieur en énergie et environnement, et donc spécialisé dans l'accompagnement dans les démarches environnementales, à la fois de collectivités, mais aussi d'entreprises. Je lance votre présentation, je vous donne le micro. Merci, bonjour à tous. Donc moi je suis ingénieur INSA de Lyon, donc pas l'Estia, mais je pense que ça m'aurait bien plu d'être ici, ça a l'air très sympathique. Donc comme vient de le dire Johan, moi je travaille sur l'accompagnement des territoires et des entreprises dans leur transition écologique. Donc pour faire simple, on prend la présentation de Monsieur Le Treut et puis on essaie de le faire comprendre aux décideurs, aux élus. Donc on a moins de graphiques, plus de pédagogie, pour voir comment agir. Alors du coup, le chrono a déjà démarré, c'est terrible. Je savais pas si Jack Bauer venait me flécher après, mais j'ai vu que c'était non, donc je suis tranquille. Je vais commencer cette présentation, c'est les 24 heures de l'innovation, donc par revenir un tout petit peu en arrière dans les processus d'innovation et parfois ce qui se passe. Notamment, je vais revenir sur la conquête spatiale. La conquête spatiale, en termes d'innovation, c'est incroyable. Envoyer un homme dans l'espace qui meurt pas tout de suite, qu'il arrive à faire des expériences avec Thomas Pesquet, il y a plein de défis. Il y a plein de défis de grande envergure et puis il y a des défis de petite envergure mais qui sont des vrais défis. Par exemple, comment on écrit dans l'espace ? Parce qu'en fait, un stylo bille, si vous l'avez déjà laissé pointe vers le haut une journée sur votre bureau, quand vous essayez d'écrire, après, il ne marche plus. La gravité a renvoyé l'encre en fait de l'autre côté du stylo. Dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Donc du coup, pour écrire au stylo bille, c'est compliqué. Donc il a fallu inventer un stylo bille qui permettait d'écrire dans l'espace. Évidemment, les Américains, ils ont réussi. Ils ont dépensé quelques centaines de milliers de dollars, quasiment 1 million, et ils ont inventé le Space Pen, le stylo de l'espace, pour ceux qui ne parlent pas l'américain, que vous pouvez vous procurer aujourd'hui pour quelques centaines d'euros. Et c'est donc un stylo dans lequel l'encre est sous pression, et on peut écrire dans n'importe quelle position, il n'y a jamais plus d'encre à cause de la gravité, le stylo est sous pression. Et l'histoire dit que les Russes, eux, ont utilisé des crayons à papier pour répondre à cette thématique. Alors bon, c'est une belle introduction, mais c'est un peu une légende urbaine en fait, parce qu'on ne peut pas utiliser comme ça des crayons à papier en apesanteur, parce que les petits bouts de bois ou de graphite qui pourraient s'enlever sont à la fois combustibles, sont conducteurs d'électricité, d'électrostatique. Donc la réalité, c'est que le Space Pen, il avait vraiment un enjeu, mais je trouvais ça intéressant de rappeler cette petite anecdote pour se dire que des fois, les solutions les plus simples sont les plus évidentes. Du coup, j'en viens à la thématique que je voulais aborder avec vous, c'est la résilience des villes. Les villes, elles sont soumises à plein d'enjeux. Des enjeux de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est la partie atténuation qu'a évoqué Monsieur Le Treut. Des enjeux d'adaptation, ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire comment je peux encaisser les conséquences du changement climatique. Dans les villes, notamment, on va avoir les phénomènes extrêmes. Alors la pluviométrie, aujourd'hui, je pense qu'on a tous bien compris ce que c'était un épisode extrême de pluviométrie, mais également les îlots de chaleur urbains, à savoir qu'il fait souvent plus chaud l'été dans les villes qu'à la campagne, et en période de canicule, c'est renforcé, avec un scénario plus 2, plus 3 degrés, ça va être encore pire dans les villes. Donc il faut trouver des solutions à cette adaptation des territoires au changement climatique. Alors la géo-ingénierie, la définition est présente ici, c'est toutes les techniques, en fait, les technologies qui permettent de manipuler le climat et l'environnement. C'est une réponse purement technique à un problème. Donc on est dans une école d'ingénieurs, ça marche bien, c'est de l'ingénierie, tout va bien. Donc du coup, par rapport aux thématiques des villes, il y a des réponses qui sont très techniques. Là, vous avez par exemple, c'est à Xi'an en Chine, une tour qui fait une centaine de mètres de haut et qui filtre l'air. Donc en fait, elle aspire l'air urbain, elle le dépollue et elle le renvoie un petit peu plus propre. Pékin a également des dispositifs de ce style-là. Vous avez une autre illustration ici en Inde. C'est un dispositif qui fait 25 mètres de haut, qui coûte 2 millions de dollars et qui permet de purifier l'air sur un quartier d'1 km². Alors ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. C'est une innovation d'une start-up suisse qui s'appelle Cleanworks, qui vise en fait à capter le CO2 de l'atmosphère et à le faire cristalliser pour pouvoir l'enlever de l'atmosphère. Donc ça, c'est un dispositif qui a été mis en Islande. Pourquoi est-ce qu'il a été mis en Islande ? Parce qu'évidemment, ça consomme de l'énergie. Donc si l'énergie qu'on consomme, elle est supérieure au CO2
les émissions de l'énergie qu'on consomme sont supérieures au CO2 qu'on tire de l'atmosphère, ça ne marche pas. Donc il faut aller trouver des endroits où l'énergie est peu chère et bas carbone. Ce projet-là, il vise à retirer 4500 tonnes de CO2 par an à peu près de l'atmosphère. 4500 tonnes de CO2 par an, c'est à peu près l'équivalent des émissions annuelles de 450 Français. Donc c'est un premier projet et c'est petit ce qu'on va capter. L'ambition de cette start-up, c'est d'ici 2025 de capter 1% des émissions mondiales de CO2. Donc ça peut être une partie de la solution, mais en tout cas on voit que l'ambition, elle a besoin de changer d'échelle. Et puis je parlais tout à l'heure des effets climatiques extrêmes sur les villes. Il y a des projets aujourd'hui, des boucles froides pour climatiser les villes. On peut augmenter les dispositifs de gestion des eaux pluviales pour accueillir des débits toujours plus gros, toujours plus importants. On peut faire des digues toujours plus hautes pour les submersions marines. On peut essayer de résoudre par la technique. Maintenant, le low-tech, la définition, c'est que c'est une technique qui est facile, qui est simple, qui est souvent historique, qui peut être aussi basée sur des matériaux anciens, biosourcés, et qui vise finalement à trouver une réponse assez simple à une problématique donnée. Donc la question qu'on s'est posée, c'est finalement comment est-ce qu'on peut faire du low-tech pour adapter les villes au changement climatique. Et donc on s'est dit qu'il faudrait un outil. On arrive bientôt, on est tout proche de la période de Noël, donc c'est le moment un peu de faire sa liste là. Ben, on voudrait un outil qui permette de dépolluer la ville. J'ai montré ce que ça pouvait être à Xi'an, qui pourrait stocker le CO2, comme ce qu'on a vu en Islande, qui pourrait également, pourquoi pas, produire de l'énergie, qui pourrait améliorer la qualité de vie, qui pourrait remplir toute la petite liste de Noël qu'on a mis là. Et puis comme on est dans l'innovation, on va chercher quelque chose d'encore plus innovant, on va rajouter une couche de biomimétisme. Alors le biomimétisme, c'est d'imiter les techniques mises en œuvre par la nature. Ça veut dire qu'au lieu de se creuser la tête sur sa planche d'ingénieur, c'est de se dire on va aller voir certains problèmes, comment la nature y a répondu, et les solutions qu'elle propose. Ça a toujours existé. Dans l'aéronautique, par exemple, la forme des ailes d'avion, c'est évidemment proche des formes, des courbes des ailes des oiseaux. Donc c'est d'aller chercher dans le biomimétisme des solutions. Et là, on a cherché très très loin, on s'est beaucoup creusé la tête et on a trouvé un super outil qui répond à toutes ces thématiques, qui est low-tech et qui fait du biomimétisme. Et cet outil, c'est tout simplement l'arbre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on cherche un outil qui répond à toutes ces thématiques, l'arbre urbain, il coche énormément de cases. Il va absorber des polluants atmosphériques, il va stocker du CO2. Il faut savoir qu'un arbre, à maturité, il peut absorber jusqu'à 1 à 7 tonnes de CO2 qu'il va accumuler tout au long de sa vie. Il peut également climatiser la ville. On considère qu'un arbre mature, c'est l'équivalent de 5 climatiseurs, parce qu'en fait, l'eau qui va remonter le long de ses racines va grimper dans le tronc, va s'évaporer au niveau des feuilles, et en s'évaporant, va consommer de la chaleur dans l'air. Un arbre peut consommer jusqu'à 300 litres d'eau par jour, et avec 1 litre d'eau, on peut refroidir de 2 degrés 1000 mètres cubes d'air. Donc c'est vraiment super intéressant. Et là où c'est hyper bien fait, c'est que ça s'évapore au niveau des feuilles, donc en hauteur. Du coup, l'air il est plus froid, donc du coup il redescend par gravité, et l'air frais vient tranquillement se mettre sous l'arbre, là où on est bien content d'aller se promener, d'aller se balader. Donc c'est vraiment aujourd'hui une solution idéale dans la résilience des villes et des territoires au changement climatique. Alors j'aime beaucoup cette citation de Saint-Exupéry qui dit que la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais au contraire quand il n'y a plus rien à enlever. Revenir à des choses simples, c'est le fameux « less is more », moins on en met, mieux c'est. L'arbre en ville, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça ne sera pas la solution de tout. C'est pas en plantant des arbres, monsieur Le Treut l'a bien dit, planter des arbres, ça ne suffira pas. Mais déjà, si on peut préserver les arbres existants, avoir conscience que ces arbres-là, ils jouent un rôle, ça nous permettra déjà de faire beaucoup de progrès. Je conclurai simplement en disant que quand on voit comment ont été conçues les villes, il y a plusieurs siècles, l'arbre, il avait déjà un rôle central. Il avait ce rôle de vivant, ce rôle de structurer la ville, et on a oublié tous les services écosystémiques qu'il offrait. Et c'est souvent quand les arbres sont plus là qu'on se rend compte que j'ai coupé les arbres, maintenant j'ai plus l'ombre, j'ai chaud. J'ai coupé les arbres, maintenant j'entends le bruit de la voirie qu'il y avait à côté alors qu'avant je ne l'entendais pas. Donc heureusement, il y a des territoires qui se lancent dans des politiques de plantation ambitieuses. La métropole de Toulouse va planter 100 000 arbres, la métropole de Bordeaux 1 million. Donc voilà, c'est un peu la course à l'armement, mais à la limite tant mieux.
Et donc simplement, voilà, gardez en tête quand on fait les 24 heures d'innovation qu'il y a parfois des choses très simples qu'il faut déjà protéger, qu'il faut déjà développer avant de se lancer dans une course à la technologie qui fera certainement une partie de la réponse à la problématique posée, mais pas son intégralité. Je vous rends 30 secondes. Magnifique. Merci beaucoup. Bravo d'avoir respecté le temps. Merci pour cet exposé passionnant, Olivier.